regard des bleus d'azur, effaré, le bleu d'azur est effaré, le bleu d'azur est effaré de voir tant de merde sur la terre. Ce que vous faites, vous sauvez le bâtiment parce que d'abord vous le mettez hors d'eau. Effectivement, c'est des tôles de voiture qui avaient un joint en ciment, oui. Et ça s'est beaucoup infiltré, donc il y a des grandes dégradations intérieures. Et c'est le seul bâtiment qui a souffert puisque les autres ont plus de 50 ans, oui. Ils sont en relativement magnifique état. Oui, tout à fait. Mais quel est ton diagnostic sur l'état actuel du bâtiment, du refuge? Il était très grand temps de s'en occuper. D'ici 5 ans, ça aurait été beaucoup plus délicat. Il va falloir que nous trouvions les moyens de faire une restauration, mais vraisemblablement en usant de procédés qui seront peut-être pas tout à fait orthodoxes, mais on va essayer de toute façon, oui mais quand même, oui. On va essayer de préserver l'état actuel, c'est-à-dire qu'on ne retranche rien. Oui. Les morceaux de ciment qui se sont détachés, on les recolle, on les réadhésive. Ensuite, les parties manquantes, on va les faire à l'imitation, parce que Chaumont a travaillé avec ses mains, il a travaillé avec certains outils, qui étaient vraisemblablement des cuillères, et on peut retrouver ça. En fait, la restauration, c'est une enquête policière merveilleuse. C'est une enquête indiciaire. À chaque indice, on sait, on peut deviner comment il a mis en œuvre les choses. Dans les années à venir, je crois qu'on sera toujours à la quête de cette... on se doit, en tant qu'artiste, d'être toujours à la quête de cette liberté. Mais en tant que justement étudiant de beaux-arts, ce que tu vois ici, c'est quand même très éloigné d'un certain art contemporain qu'on enseigne. Oui, oui, oui. Alors comment tu sens cette différence? C'est un artiste qui est intemporel dans le sens où il a réussi à traverser tout ça en fait. Il est dans le sable, il est dans le vent, il est partout, il est dans les fougères, il est Chaumont. Et c'est ce qui en fait un artiste ultime, quoi. Je me disais, ils sont pauvres de richesse et je suis riche de pauvreté. Ils sont pauvres de richesse. Et c'est ça, Chaumont, il avait la forêt, il avait tout. Il avait surtout la totale liberté. Oui, la totale liberté. Des aurores sales. Matin des aurores sales. Bande magnétique chauffée au soleil qui répète sans cesse « Je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Bande magnétique chauffée du soleil qui répète sans cesse « Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime ». La deuxième étape, dépoussiérage de l'intérieur. On va nettoyer les bouteilles à l'intérieur, peut-être enlever la mousse, et ça c'est encore une question qui se pose, pour retrouver la lumière originelle du refuge à l'intérieur. Bien sûr, c'est le toit qui prime, donc il va y avoir une restauration qui va faire qu'il n'y aura plus de fuite d'eau. Et surtout, il faut stabiliser la rouille pour pas que ça continue. La rouille ou la pourriture, c'est la moisissure. Tu as fait des plans au départ ou pas du tout? Non, c'était un petit dessin, mais j'en ai fait plusieurs des dessins. Ma préoccupation principale était ne jamais monter sur le toit et pouvoir le rendre accessible à la restauration. Ça a toujours été le rêve de Chaumont, qu'il y ait des jeunes ici, artistes, des jeunes créateurs, qui viennent se ressourcer ici pour trouver la possibilité d'être libre. Hein. Oui. Il aurait été enchanté de voir ce qui se passe ici, parce que justement, il aurait vu la réalisation d'un de ses vieux souhaits, que ça devienne un centre de création d'art avec la jeunesse, parce qu'il voulait essentiellement que ça passe aux nouvelles générations. Ça a toujours été le problème
de savoir qui allait pouvoir chaperonner Chaumont. Comme on habitait aux 3 rue des Grands Augustins et que Picasso habitait aux 5 rue des Grands Augustins, hein, Picasso est venu voir Chaumont souvent en lui disant « Ah, ce que tu fais, c'est super, machin, et truc, et vice-versa. » Parce que mon père aimait bien quand même ce que faisait aussi Picasso, parce que comme c'était hors norme, ça lui plaisait. Il a dit « Je vais t'envoyer Canneveller, qui s'occupait de Picasso à ce moment-là. » Et Canneveller est venu voir Chaumont, enfin, je sais même plus. Si ça, moi, c'est des oui-dire. Hein. Et ça s'est pas fait, je ne sais pas pourquoi. Non, mais à l'époque de Canneveller, mon père n'était pas remonté contre les galeries et contre l'art actuel comme il aurait pu l'être 10 ans plus tard. Il était encore beaucoup plus maniable. Non, il était encore à la recherche d'une galerie. Voilà. Ben oui, puisque moi, petite gamine, je faisais toutes les galeries de Saint-Germain-des-Prés. Il me tenait par la main avec un rouleau de dessin, ça je me rappellerai toujours. Hein. Alors, la phrase c'était « Ah ben monsieur, oui mais vous savez, en ce moment, on n'a pas prévu quoi que ce soit, vous savez, nous on a tout un programme et pour le moment on peut pas... Alors mon père s'énervait très vite, bien qu'il arrivait très gentiment, et il disait « Est-ce que vous avez fait une création quelconque ? Est-ce que de toute façon je suis pas là pour ça ?» C'est non, d'accord. Mais monsieur, vous êtes un mannequin avec une chemise blanche et vous n'avez rien fait. Et vous vous permettez de me dire que rien n'est possible. Eh ben d'accord. Et moi j'avais envie de rentrer sous terre parce qu'à chaque fois que mon père... Mais j'allais quand même avec lui à chaque fois. Que fait donc la police? On se demande, car pendant qu'ils conduisent, les amants, les assassins sévissent. Tous en bande, de Cannes à Saint-Maurice, à Ostende. Pendant ce temps, la police, pure et dure, contrôle avec délice. Et les bavures, les bronches et les métisses. Insécure, du métro Saint-Sulpice Ségur. J'ai vu en bas, j'ai vu en bas, j'ai regardé en bas, j'ai vu, maintenant je sais, j'ai vu en haut, j'ai vu en haut, j'ai vu en haut, j'ai vu en haut, j'ai vu en bas, j'ai vu en bas. Et donc là, le bois il l'avait. Il dit, bon, les fenêtres, la lumière, ça va venir par les bouteilles et les bonbonnes. Le staff et le grillage fera le mur. Et voilà comment il a inventé un procédé très rapide qui lui a permis de monter ce bâtiment en à peu près 1 an et demi. Et puis ensuite, l'église des pauvres en même pas 2 ans. Et donc, il a monté ces 3 bâtiments avec le refuge que vous verrez tout à l'heure en maximum, même pas 5 ans. Et tout ça tout seul. Ce qui est tout à fait intéressant chez Chaumont, c'est que c'est pas un artiste brut, contrairement à ce qu'on dit, puisque c'est quelqu'un qui a fait les Beaux-Arts et qui disait qu'il voulait se décrotter des Beaux-Arts. Donc, il n'est pas passé directement à l'art brut, il est passé par une certaine expertise et compétences dans les Beaux-Arts, et il en est sorti. De même que les circonstances de la vie aussi, du fait de sa volonté, il est sorti de la référence culturelle ordinaire, voire même de la société. Maintenant, je suis très triste parce que je reviens ici. Il n'y a plus rien, c'est vide. Déjà, lui, il n'est pas là, il n'y a plus rien, plus grand-chose à voir. Et ce qui m'étonne, c'est que les gens qui viennent ici, certains l'ont connu, certains ont connu par la halle Saint-Pierre, et d'autres qui voient juste le lieu. Et malgré ça, j'ai croisé des gens qui sont complètement emballés par la personne, par le lieu, quasiment par le travail. Je sais pas comment, mais voilà. Donc il y a une âme ici qui est incroyable. Ça donne envie de voir les œuvres elles-mêmes. Oui. Alors on a acheté le bouquin justement, on va se documenter, quoi, parce que vraiment on découvre un type extrêmement original
et qui mérite certainement d'être connu d'une part. C'est certainement aussi une richesse nationale inexploitée. Donc voilà, il faut participer à la mise en œuvre de la richesse de ce patrimoine. Il faisait le mélange entre la qualité de l'œuvre et la quantité, quoi. Parce que voilà, il fallait qu'en même temps il travaille. Voilà. Par exemple, son matelas, c'était des poèmes, des textes et des textes et des textes. Accumulés. Il dormait dessus. Voilà. Et donc il avait besoin de me montrer l'épaisseur. Alors j'ai dit, on va peut-être en lire un. Donc tac, il le sortait, il le disait, c'était magnifique, quoi. Ouais. C'est un artiste complet. Et alors sa fresque, c'était la chute des étoiles. Mais je trouve ça extrêmement visionnaire par rapport à tout ce qu'on dit maintenant sur le climat. Et donc c'est pour ça que sa maison a été couverte d'étoiles, de planètes. Vous voyez, si vous venez de ce côté, c'est là la chute des étoiles. Pour voir comment il travaillait à cette époque-là, donc là c'est 82. L'obsession de Chaumot, c'était d'avoir justement ce qui se passe maintenant, de jeunes artistes qui viennent poursuivre avec lui son œuvre. Par exemple, vous voyez ces trucs, c'est de la ligne claire comme on dit, et c'est du remplissage ensuite de peinture. Donc quand il dessinait le motif, n'importe quel étudiant appliqué aurait pu continuer la chose. Donc il aurait voulu avoir des petites mains qui l'aidaient à finir. Mais il était si particulier, on va dire, qu'il était presque impossible de rester à travailler avec Chaumot plus d'un jour ou deux. Et il y a ici quelqu'un qui est bien placé pour le savoir, mais je ne sais pas s'il est encore là. C'est Laurent Del Bianco qui a construit un bâtiment dans le fond. Donc, quand vous êtes sur un territoire où il y avait toutes ces énergies ça vibrait ici, hein, c'était impressionnant. La nuit, c'est impressionnant. La nuit, on a l'impression d'être dans un conte de fées. On se sent bien ou pas, mais il y a des gens que ça dérangeait terriblement. Parce que vous imaginez, vous étiez chez un sorcier, quoi. Je comprenais sa capacité à communiquer avec l'invisible, puisque c'est le principe de tous les médiums qui vivent justement sur les montagnes dans l'Himalaya, c'est qu'ils sont en communication avec les forces divines. Et à partir de là, ils n'ont plus besoin de vivre la vie qu'on mène nous, quoi. Ils sont alimentés par d'autres énergies. Donc Chaumot était déjà dans ses prémices de communication avec l'invisible, avec ce côté spirituel en dehors des religions, quoi. C'est toujours que l'art n'est pas fait pour être vendu, mais il vendait très peu d'ailleurs. Mais à la fin de sa vie, il a beaucoup vendu. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à faire un film avec Clovis Prévost et Jean-Pierre Nadeau, ici, qui s'est appelé Le Débarquement Spirituel, et il filmait exclusivement la nuit, c'est le mercredi soir. Il faisait des mises en scène de ses sculptures et de ses peintures avec des décors, par exemple une séquence Verdun, parce qu'il était petit quand il y a eu la guerre de 14, il fait partie de cette génération qui a été très marquée par la guerre. Et donc il filmait avec des espèces de mises en scène féeriques, en faisant des effets spéciaux complètement bidouillés avec rien. Par exemple, un miroir souple, il arrivait à filmer des trucs qui déformaient l'image et tout, on dirait des images de synthèse d'aujourd'hui, du numérique, c'est étonnant. Là, il est avec Nadeau et on brûle la grande sculpture, tu vois. Et après, le lendemain matin, on retrouve la... Alors lui, c'est extraordinaire dans ça. C'est-à-dire que là, il règle son compte avec la grande muette. Ce lieu, ce qu'il faudrait, c'est... Moi, je le vois comme ça. Il faudrait qu'il y ait en effet 4-5 belles pièces par bâtiment et qu'ensuite il y ait un échange, qu'il y ait un échange, que ce lieu soit habité. Ce lieu est fermé depuis 99, donc ça fait quand même longtemps. Il n'était pas accessible aux visites. Grâce aux gens du chantier, on a compris que l'été, on peut ouvrir sans difficulté à condition que des bénévoles habitent sur place ce qu'ils ont fait. Or, je peux vous dire qu'en juillet, quand il fait doux et chaud, c'est une merveille d'être ici la nuit. De déambuler entre les bâtiments, s'il y a pour peu la lune ou autre, c'est magique. Ah oui. Ici, je voudrais que ce soit un lieu, évidemment, pas seulement d'art, aussi de réflexion sur la société, un lieu décalé, un lieu qui a un espace de liberté créative où des gens des jeunes générations poursuivront le flambeau. Donc là, il faut qu'on transmette ce lieu et l'esprit de ce lieu à des gens capables d'en faire un usage intelligent. Merci. Au revoir, madame. Voilà, je vous raccompagne un petit peu jusque-là. Oui, au revoir.